Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo complètement exceptionnelle puisqu'on est à Paris. Voilà, je suis chez la maison d'édition Funforge, dans leurs locaux. On va visiter tout ça, on va voir un petit peu le cheminement entre un prototype, voilà comment on va fabriquer des prototypes directement ici pour avoir déjà une base et pouvoir travailler sur un jeu et aller jusqu'à la production fabriquer les boîtes, etc. Donc on va voir tout ça, on va rencontrer également tous les acteurs de cette société et on va terminer avec une petite interview de Philippe, le fondateur de Funforge, qui va nous dévoiler un petit peu peut-être les futurs produits à arriver, les futurs jeux qui vont arriver bientôt, et puis surtout qu'il y a bientôt Essen, donc il y a peut-être des petites nouveautés à sortir d'ici peu de temps chez Funforge. Et ben on se retrouve tout de suite juste après le générique, c'est parti. On commence la visite donc des bureaux de Funforge par la salle de prototype avec François qui est responsable de production. Enchanté. Voilà. Eh ben merci, moi aussi je suis enchanté de te rencontrer. Voilà, on fait genre comme si on s'était pas encore dit bonjour, mais c'est pas grave, c'est pour la télé. Hein. Et donc en fait dans cette salle-là, eh bien c'est ici que vous façonnez, que vous modelez, que vous transformez, que vous améliorez les prototypes que vous pouvez signer, on va dire, à partir du moment où vous signez un jeu, en fait c'est là que vous allez un petit peu l'adapter et puis trouver le bon format, les bonnes pièces, etc. C'est tout à fait ça, c'est ici qu'on va donner, que notre expertise dans la fabrication des jeux de société va vraiment servir à quelque chose et transformer l'idée qu'avait l'auteur en un produit concret à la fin. Ok. Parce que là, effectivement, du coup, on a ici sous les yeux le prototype. Donc ça, c'est vraiment super. Hein, c'est vraiment que pour vous. Là, on vous montre un truc un peu secret, on va dire. C'est ça. Le prototype donc de Tokaido Duo. C'est ça. C'est le prototype de Tokaido Duo tel que Antoine Boza nous l'a apporté. Et donc c'est là-dessus qu'il a fait tous ses tests, qu'il a fait les modifications, et ça c'est son prototype final, à partir duquel on a déduit tous les éléments et on a tout adapté pour arriver au jeu final. Donc là déjà sur son prototype on voit qu'il y a déjà les illustrations. Oui, parce que ce sont des illustrations qu'il a repris de Tokaido. D'accord. Comme on est toujours dans l'univers de Tokaido, eh bien, histoire de savoir un peu où est-ce qu'on allait et d'avoir une recherche graphique qui correspondait, il a utilisé les illustrations, tout simplement. J'ai l'impression d'avoir une chance monstrueuse de pouvoir toucher les pièces qui ont été fabriquées par Antoine Boza, qu'on salue d'ailleurs, qu'on a rencontré plusieurs fois, qui est quelqu'un d'absolument adorable, en plus, qui est vraiment très gentil, enfin voilà, c'est Antoine Boza, quoi, c'est un peu une des stars du jeu de société. Donc à partir du moment où on a ça, ben là, après, toi, ton travail commence là-dessus. Tout à fait, c'est-à-dire que Antoine Boza a mis au propre tous les concepts et tous les composants qui étaient nécessaires pour pouvoir jouer au jeu correctement. Et nous, on va adapter ces éléments-là avec des contraintes de production, dimension, coût du jeu, utilité, et on va en produire de notre côté un prototype qui va nous servir, qui est celui-là, qui va nous servir à savoir exactement si on va dans la bonne direction et si on a bien optimisé les idées qu'avait Antoine. Alors on voit par exemple les petits jetons, ils sont plus petits. On voit aussi ici le plateau. Alors ça c'est... Enfin je te laisse nous expliquer le plateau qui est juste ici. Tout à fait. Par exemple, dans le plateau d'Antoine, on avait des éléments d'emplacement qu'il avait positionnés. Eh bien, nous, on a concentré les éléments en les mettant juste à cet endroit-là. Il avait préparé, une certaine dimension de plateau. Là, on voit bien quand on met les deux l'un à côté de l'autre qu'il y en a un plus petit. Que nous, on a réduit parce que, en définissant le format de la boîte, automatiquement, on va devoir définir la taille des composants qui sont à l'intérieur. Il faut que ça puisse se plier, il faut que ça puisse rentrer. Ouais. On va optimiser la taille des composants et la taille des plateaux de façon à ce que ce soit cohérent.
Là, on a quelque chose d'assez proche finalement. Oui, tout à fait. C'est toujours une question d'optimisation. C'est-à-dire que dans une planche de punch, toutes les choses doivent être à la bonne taille et on doit réduire le nombre d'outils de découpe qu'on va utiliser. Donc, on doit uniformiser et adapter les choses. Et donc, on prépare ce prototype qui a été fabriqué entièrement ici, à la main sur la découpeuse laser. C'est ça que je trouve assez dingue, c'est que tout ça, vous le faites... parce que là, franchement, un joueur pourrait se dire, mais c'est une version finale presque. À part, on voit les dés avec des petits stickers de coller dessus. Oui, c'est peut-être le seul élément qui pourrait nous faire croire que c'est... Ça, c'est mon plaisir à moi. Ma passion, c'est le carton, c'est ce que je dis souvent. C'est-à-dire qu'à partir des planches de carton standard, je vais aller imprimer les adhésifs, les coller, les plier, les retourner, faire les plis, tout ça, la découpe laser, pour arriver à un produit quasi final qu'on va pouvoir présenter aux joueurs dans les salons, et ainsi avoir leur retour, aux distributeurs, à l'auteur, pour qu'ils puissent valider ce que va être son jeu à la finalité. Donc ça, j'ai la chance de pouvoir faire ça ici, c'est l'une de mes activités préférées. J'imagine. Donc ça, pour rappel, ça c'est le prototype d'Antoine. Ici, c'est le prototype fabriqué par François, et puis j'imagine avec plein de réunions entre vous, etc., pour voir comment on peut adapter. On joue au truc, on se dit, tiens, ça, on va plutôt le faire plus petit, on va mettre telle forme de pion, pourquoi pas, etc. Et pour arriver, après, au produit fini. C'est ça, où on va avoir... On va avancer un petit peu tout. Hop, tiens. Où on va avoir exactement ce que vous avez dans les mains quand vous achetez le jeu. Et là, on va voir les finitions qui sont plus améliorées, le design qui a été encore réfléchi, les différentes dimensions qui ont été réadaptées, parce qu'on se rend compte que en fait, notre idée à la base n'était pas la meilleure et qu'il faut un petit peu peaufiner les choses, les différents effets de couleurs qu'on va choisir en fonction des retours que vous allez nous donner sur les salons, pour arriver au produit final. Voilà. Écoute, c'était un super bon exemple. En plus, Tokaido Duo, qui est un de vos jeux peut-être phares en ce moment, qui marche, j'imagine, très bien. Je l'espère en tout cas, parce que c'était un très bon jeu. Donc ça, c'était vraiment sympa de pouvoir voir cette évolution du prototype avec toi, François. C'était un plaisir. Super. Merci beaucoup. À ton service. On continue la visite des locaux avec Claude, qui est associé dans Funforge. Voilà, donc bonjour Claude. Bonjour. Merci pour ton accueil également. Et donc avec toi, on va parler un petit peu plus de la partie production, mais le nombre de boîtes que l'on va produire par rapport au marché, par rapport à différentes études que vous devez faire, etc. Et puis aussi par rapport aux distributeurs. Parce qu'avant, vous étiez votre propre distributeur. Sur la France. Sur la France. Et désormais, vous êtes aussi distribué par Asmodée. Donc forcément, ça change la donne. C'est une autre façon de voir les choses. Et je te laisse nous expliquer un petit peu tout ça. Donc, alors, juste pour info, on a parlé juste avant avec François du prototype, du cheminement du prototype de Tokaido Duo. Donc, alors je sais qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas chez Asmodée, mais peut-être maintenant, si vous deviez faire par exemple une commande pour Tokaido Duo, comment ça se passerait ? Tout commence par la production du prototype, en vérité. Puisque même si on va commencer à discuter avec des distributeurs, parce que les distributeurs, ce sont essentiellement les distributeurs étrangers. Parce qu'en fait, quand on produit un jeu, on le produit pour le monde entier, en fait. Donc on va toujours faire, nous, de toute façon, une édition française et une édition anglaise. Tout ça nous permet d'avoir un outil physique pour discuter avec les distributeurs. Et ces distributeurs, on les rencontre essentiellement dans les salons étrangers. Déjà, il y a un très gros salon européen professionnel qui est à Nuremberg en février, et puis il y a le salon qui arrive à Essen dans quelques jours. Voilà, quelques jours. Et là où on discute également, qui est ouvert au public, mais moi je passe mon temps probablement dans un bureau à discuter. J'imagine que tu n'es pas dans les allées en train de découvrir les stands et puis en train de jouer. J'aime bien aussi, mais voilà, c'est parfois, ceci dit, je sais qu'il y a des gens dans les maisons d'édition qui parcourent les allées pour trouver justement des futurs jeux peut-être à localiser, mais ça on en parlera juste après. Tout à fait, c'est une partie du boulot, parce que dans la distribution, là on ne parle que de nos jeux, mais il y a effectivement les jeux qu'on va faire venir sur le marché français, et ce qu'on a fait sont déjà existants. Exactement. Pour beaucoup d'entre eux. Donc, une fois que tu as présenté ton jeu à un distributeur étranger et qu'il y a montré un intérêt, va commencer la discussion sur combien ils vont en prendre, dans quel délai ils vont les avoir,
où est-ce que c'est fabriqué, parce que cette notion-là est aussi importante, parce qu'il il va y avoir toute la notion du transport, donc le temps que ça va prendre, et tout ça en fait s'imbrique avec la communication dont tu parleras également tout à l'heure, parce qu'évidemment il faut communiquer en même temps qu'on sait dès qu'on a signé un contrat et qu'on sait que le jeu va être fait dans telle langue, ça veut dire qu'il y a une communication qui va commencer à se mettre en place avec ces distributeurs étrangers. Donc cet aspect de distribution passe aussi par ce qui est mon métier de base à l'origine, qui était le juridique, c'est-à-dire tu négocies très concrètement un contrat que tu vas signer, et ça va permettre donc à ce jeu d'apparaître enfin sur le marché étranger. Lorsqu'on se distribuait nous-mêmes sur la France, on faisait effectivement nos productions françaises et puis on les vendait directement en boutique. J'ai fait ça longtemps, je me suis occupé de la distribution beaucoup pour Funforge. Après j'ai été remplacé par Maud qui aujourd'hui a d'autres activités, mais Maud qu'on salue d'ailleurs, qui est en train de se reposer suite au Festival de Vichy. Exactement. Et puis qui parcourt la France entière à la visite des boutiques et qui présente les jeux pour les faire découvrir. Et les jeux c'est drôle, je la suis sur Facebook, c'est drôle, j'aime bien. C'est très vivant. C'est quelqu'un en plus d'adorable, je l'ai vu il y a très peu de temps à Valmeinier. Oui. Elle est passée nous faire un petit bonjour à Valmeinier. Voilà, donc c'était super. Cool. Et donc on produisait ces jeux-là pour la France et puis après on les vendait. Aujourd'hui c'est un peu différent puisque Asmodée France nous distribue. Donc Asmodée France a une idée, on va discuter avec eux parce que c'est aussi ça, on va discuter combien ils en prennent, non mais prends-en plus, globalement c'est toujours ça, mais ça sans être en étant réaliste et intelligent, disons, c'est un travail de coopération. C'est intéressant parce que moi en fait j'avais pas du tout cette vision-là, je pensais que par exemple, si on prend l'exemple de Tokaido Duo, je pensais que vous alliez avoir votre produit, vous alliez en faire, je sais pas 10 000 par exemple, parce que en termes de coûts de fabrication c'est plus avantageux, et qu'une fois que vous aviez vos 10 000 qui sont prêts à être fabriqués, c'était à ce moment-là que vous alliez plutôt faire cette démarche de vendre Alors non, mais tu soulèves néanmoins un point intéressant, c'est que lorsque tu fabriques, plus tu fabriques en quantité, moins le jeu, alors c'est plus marginal qu'on ne pense, mais moins le jeu te coûte cher à produire, donc c'est intéressant de grouper effectivement les commandes. Mais le problème c'est que lorsque tu as signé avec un distributeur étranger un jeu comme Tokaido Duo, il faut qu'il fasse lui toute la localisation, donc tu lui envoies les textes, il y a des allers-retours, il faut que ça soit traduit, il faut que ça soit validé. Donc il y a un temps entre guillemets qui est significativement important, donc pendant ce temps-là, généralement tu produis les unités anglaises et les produits qui sont les plus faciles à faire, les produits des unités françaises, et puis au fur et à mesure tu essayes d'agréger les contrats étrangers entre guillemets pour faire les productions. Sur Tokaido Duo, ça a été assez facile parce que le jeu marche très bien, c'est un très beau jeu, c'est un beau succès, il est pas cher, etc. Donc mais tous les jeux ne sont pas aussi faciles à vendre, bien sûr, parce que chaque marché a ses contraintes. Donc, puis le temps de transport aussi, j'imagine, ça peut être parfois problématique parce que si vous travaillez avec des gens à travers le monde, forcément la difficulté c'est d'approvisionner un peu tout le monde plus ou moins en même temps. Donc faire attention réassort. Voilà, parce qu'un conteneur qui part de Chine par exemple va peut-être passer par un port livré. Et en fait, à partir de là, ce sera redispatché vers ailleurs. Je sais que par exemple, Martin, je pense que vous connaissez Martin et Martin, se plaignent souvent, par exemple, qu'au Canada, ils ont tous les jeux toujours en retard parce qu'il y a des problèmes de livraison, etc. Pas le Canada, mais le Québec. Oui, mais certainement, absolument. Et ça, c'est problématique. C'est un vrai problème. Et c'est le cas aussi des territoires comme l'Australie, qui sont finalement très isolés et qui donc ont des difficultés. Là, on vient de signer directement avec les distributeurs australiens. Avant, on passait par les États-Unis. Mais c'est très mouvant aussi parce que les années Covid ont quand même beaucoup changé la donne également parce que les coûts de fabrication et surtout les coûts de transport ont été démultipliés de manière absurde. Et on ne vend pas des iPhones à 500 €, on vend des jeux qui coûtent entre 10 et 50 €, disons. Donc, bien sûr. Donc un surcoût de 5 €. Surtout qu'on met bien plus d'iPhone dans un conteneur que de boîtes de jeux. Donc, alors même si tu as remarqué que maintenant on essaie de réduire la taille du jeu. Je vois bien tout le monde, on en parlait tout à l'heure, effectivement, avec la nouvelle version de Tokaido, la boîte est plus petite, donc on en met plus dans un conteneur, forcément ça change la donne aussi. Alors, en fait, c'est un cercle vertueux puisque c'est à la fois plus écolo, plus responsable, ça prend vraiment de place dans les étagères et en plus ça a un effet bénéfique sur le fait que on en rentre plus dans un container et donc c'est mieux. Quand on va sur un salon présenter les jeux comme Essen, c'est extrêmement coûteux bien sûr. Donc on peut avoir une idée d'un stand parce que franchement on n'a aucune idée.
C'est très général. Ça dépend de la taille du stand, des options, électricité, machin, j'imagine, il y a plein de trucs. Mais disons que ça peut chiffrer sur un petit salon, tu vois, ça va être entre 10 000 et 60 000 euros, tu vois, par exemple, hein, suivant la nature, parce que si c'est à l'étranger, il faut se déplacer. Plus toute la communication, mais ça on en parlera avec Charlotte, tout ce que vous devez fabriquer autour pour mettre en valeur vos jeux. Les animateurs, c'est très coûteux, donc, et sur un salon, tu ne vends pas nécessairement les jeux, tu vois. Donc tu n'as pas forcément un retour sur investissement direct. J'ai quand même vu que l'année dernière à SN, vous avez quand même vendu beaucoup de boîtes. On a vendu beaucoup de Tokai d'audio, c'était très bien, mais ça ne rémunère pas le prix d'un stand. Non, mais bon, c'est déjà... Mais c'est très bien. Mais c'est surtout, là où je voulais en venir, c'est que c'est surtout un outil de communication. C'est-à-dire, une fois encore, quand tu fais jouer les jeux, quelle que soit la manière dont le jeu est arrivé sur la table, neuf, d'occasion ou que sais-je, il est présent, il est joué, il plaît. Puis les gens le prennent en photo, ils en parlent sur Instagram, etc. Et puis voilà. C'est super. Enfin, aujourd'hui, c'est complètement essentiel. C'est complètement essentiel. Eh ben écoute, merci beaucoup et je vais passer maintenant dans le bureau juste à côté pour aller rencontrer. Non, il n'est pas très loin, mais au niveau de la caméra, on va dire que c'est un peu Fort Boyard. On va partir. On va faire le tour du Fort Boyard. Alors, on n'a personne pour accompagner. et puis donc on va aller rencontrer Gersandre qui va nous parler de la localisation. Donc, tout à fait. La localisation, ça se passe pour vous, enfin pour moi juste à côté, pour vous. Ailleurs. À tout de suite. Mystère. Donc on est avec Gersandre maintenant. Enchanté. Merci, bien enchanté de te rencontrer. C'est vrai qu'on s'était jamais vu. Ben non, on n'a pas eu l'occasion. Et donc Gersandre, tu t'occupes de plein de choses ici. Et puis d'ailleurs, tu me faisais part que en fait vous partagiez beaucoup de choses. C'est-à-dire que en fait là je vous présente des gens qui soi-disant font une chose, mais en fait tout le monde fait un petit peu tout aussi. Et tout le monde s'entraide et c'est ça qui fait la force d'une équipe. Ça c'est bien, non? Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est bien dit. Et donc, en fait, Gersandre, toi, tu vas nous parler de la localisation. Tout à fait. C'est-à-dire que le travail de localisation, c'est vrai qu'on se dit c'est juste traduire des règles, mais en fait, c'est pas si simple. Alors, effectivement, dès lors où on a décidé de faire un titre édité par un autre éditeur et qu'on souhaite le vendre en France, on va donc récupérer les droits pour ça, récupérer tout le matériel nécessaire effectivement à faire la localisation, et ça va avant tout commencer par faire le travail de traduction des règles. Parce que le plus souvent on les reçoit en anglais, heureusement pour nous, même si c'est des éditeurs étrangers qui ne sont pas anglophones, ils ont toujours des règles en anglais à nous transmettre. Bien sûr. Et à partir de là, on va faire en premier temps le travail de traduction. Alors, on l'a fait par le passé en interne parce qu'on avait du personnel à certains moments pour le faire en interne, sinon on le fait en extérieur avec des personnes avec qui on travaille. Régulièrement, soit des agents, soit des entreprises, des indépendants. Donc la traduction se fait d'un côté. Nous-mêmes, évidemment, pour pouvoir avancer sur la localisation, on va jouer au jeu, évidemment, parce que traduire juste les règles sans y jouer, sans connaître l'univers, sans vous imprégner de la chose. On va jouer au jeu si on a déjà le matériel, mais il arrive aussi des fois qu'on n'ait pas le jeu non plus. Ça peut aussi être un projet en développement chez notre éditeur qui nous intéresse et pour lequel on n'aura une source PDF. C'est toujours un peu plus compliqué. Quand on a le jeu, c'est toujours mieux. On fait d'abord une partie ensemble pour bien s'imprégner des règles et à partir de là, une fois qu'on a récupéré la traduction, commence ce travail de relecture. Il faut vraiment que tout soit bien rédigé, cohérent, que toutes les explications se fassent de la même façon au début, milieu et fin de règles, qu'on n'utilise pas des termes différents, que ce soit expliqué de la même façon, qu'on ne laisse pas de possibilité d'aller dans un sens si c'est pas possible. Bien cadrer tout, que ce soit évidemment lisible. Écrire des règles, c'est pas comme écrire un livre, on n'utilise pas du tout le même style de phrasé, de rythmique. Il faut que ce soit assez concis, dynamique, il faut que le lecteur ait envie de lire. Il faut avoir envie de la lire, parce que je peux t'assurer que j'en lis un paquet. C'est ça, aujourd'hui les gens n'ont plus trop envie de lire des règles quand même. Parce que là je crois que sur la chaîne j'en suis à 320 jeux, 320 vidéos. Alors il n'y a pas que des jeux, mais bon, principalement des jeux. La lecture des règles, c'est primordial qu'elle soit claire, aérée, qu'on ait des exemples, des illustrations. Facile, en fait, que quand on parle d'une chose, on ait la photo, l'illustration de ce dont on parle pour parfois bien comprendre. Et ça, tout le monde n'est pas en capacité à le faire. C'est vrai. C'est vrai que encore plus sur une localisation, c'est qu'on n'est pas créateur du contenu. C'est-à-dire qu'on va partir d'une règle déjà faite, qu'on va traduire. On va traduire en français, certes, mais on va traduire avec du matériel qu'on a déjà. On ne peut pas inventer quelque chose qui n'y est pas. On ne peut pas se prendre le temps de détruire complètement la règle pour la reconstruire. Ça serait vraiment pas rentable pour nous en temps, en énergie. Et puis on peut aussi faire éventuellement des erreurs. Donc on part d'un statut que la règle est déjà bien rédigée chez l'éditeur d'origine. Ce n'a pas toujours été le cas. Suivant les éditeurs, c'est
peut-être suivant si c'est des petits éditeurs qui commencent ou qui ont beaucoup d'expérience, il y a ça aussi. Quand c'est votre premier jeu, souvent les règles ne sont pas écrites de la même manière quand c'est votre 10e, 15e, 20e jeu, parce que il y a une rythmique qui se met en place. Ouais. Et donc on va faire ce travail de traduction. Une fois qu'on est d'accord sur les textes, on va les passer en interne. Souvent c'est Charline qui fait ça chez nous, d'intégrer. Charline que vous ne rencontrerez pas aujourd'hui parce qu'elle n'est pas présente ici, elle est en télétravail. Elle est en moitié télétravail, effectivement. Elle est 2 jours par semaine chez nous et 3 jours par semaine en province. Voilà. Mais il n'y a pas de problème, on communique très bien. Et donc elle va intégrer ce texte dans la maquette. La maquette va être relue, on va vérifier que, effectivement, comme tu disais, que les exemples sont au bon endroit, parce que certes, en plus, le français, c'est quand même souvent plus long que l'anglais. Ouais. Donc, il nous est aussi arrivé d'avoir des maquettes qui étaient déjà très fournies, tu parlais de Nemesis tout à l'heure, très denses déjà sur la version anglaise, surtout avec des textes français qui sont plus longs. Donc, il y a un moment, il faut aussi que ça rentre bien dans la maquette, on ne peut pas la revoir. Si ça finit telle page, ça finit telle page. Bah oui, c'est ça, parce que vous, en fait, revoir le texte pour vous modifiez que le texte, mais vous ne modifiez pas l'aspect général de la plaquette. Non, la maquette est là. Voilà. Il faut faire rentrer les textes dans les espaces prévus pour. C'est ça. Et je pense que la difficulté, c'est toujours d'avoir un peu de recul quand on travaille pendant longtemps sur une règle, c'est d'avoir le recul suffisant pour se dire, bah tiens, je le prends aujourd'hui, c'est comme si je veux avoir le regard, comme si je le voyais pour la première fois. Et d'arriver à le comprendre comme ça, comme si on le lisait pour la première fois. Est-ce que du coup c'est bien comme ça? Est-ce qu'il faut modifier? Ça, c'est compliqué. On fait aussi ça en interne quand même. Alors pour tous les jeux qu'on développe nous, comme moi je suis en bout de chaîne puisque je fais la relecture des règles effectivement quand le jeu a été développé, pour voir, comme on disait, le travail qu'on fait sur la localisation, je le fais aussi sur nos jeux à nous. Et c'est vrai que j'essaye le plus possible de jouer au jeu en version finalisée, la dernière version, on va dire, quand on dit ok c'est bon, je suis d'accord, je fais 1, 2, 3 parties et j'essaye de ne pas trop faire les parties d'avant pour justement pas avoir plusieurs maîtriser trop le jeu. Mais non, surtout pas avoir plusieurs niveaux de règles parce que tu es toujours en train de tâtonner, ton jeu forcément, tu es en train de le développer, donc tu cales tes choses, tu les rebouches, etc. Et si je joue à toutes les mécaniques, enfin toute l'évolution, il est probable qu'en fin de partie, j'ai encore ça en tête au moment où on écrit les règles. J'essaye d'être au plus proche de la version finale quand je les relis pour justement dire là peut-être qu'il faudrait quelque chose de plus, là peut-être qu'il manque quelque chose, là je pense qu'on peut raccourcir et essayer effectivement qu'on soit tous cohérents sur ça. Et quand c'est pas le cas, de toute façon, on fait toujours lire les règles après en interne à d'autres personnes qui ont moins joué au jeu, soit chez nous, soit plus souvent chez nous, pour justement avoir une vision un peu neuve, on va dire, justement. Qu'est-ce que tu trouves qui serait peut-être mal expliqué ou mal dit, ou peut-être là c'est redondant, ou là il faut peut-être développer, pour essayer d'avoir effectivement quelque chose qui soit le plus compréhensible et clair possible à la fin. Ok, merci beaucoup. Et maintenant, vous savez quoi, on va aller voir, une fois qu'on a localisé un jeu, qu'on l'a produit, comment on va communiquer dessus, et ça, on va voir ça avec Charlotte. Voilà, à tout de suite. Alors, on a vu les prototypes, la fabrication, on a vu la production, comment on va choisir la production, etc. On a vu la localisation. Et une fois que tout ça est fait et qu'on a les petites boîtes, etc., maintenant, on fait appel à... Alors, attends, faut que je me rappelle déjà plus. Communication... je sais plus. Communication Officer... Chief Marketing Marketing Officer. C'est un nom américain, mais c'est Charlotte qui est là. Alors Charlotte. Voilà, Charlotte. Alors Charlotte, c'est la responsable communication de Funforge. Oui. Ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre. Oui. Et c'est à chaque fois un grand plaisir. On se marre bien. Et c'est grâce à toi que je suis là aujourd'hui, parce que je t'ai demandé gentiment gentiment. Oui, je t'ai demandé gentiment. Oui, gentiment, parce que moi je parle toujours gentiment. Voilà, je t'ai demandé si on pouvait faire ça, et puis tu m'as dit ouais, viens, c'est cool. Ouais, carrément. Donc, c'est bien les trucs improvisés comme ça. Ouais, c'est super. C'est humain. Donc voilà, Charlotte, c'est un peu ma chouchou. Ah, merci. On a plein de points communs. Des bonnes relations avec Charlotte, donc ça fait plaisir. Ouais, puis on a plein de points communs, notamment heavy metal. Voilà. Donc Charlotte, alors comment tu travailles? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie de tous les jours ici? Ouais. Alors la communication, tu as parlé avec les autres de comment on édite un jeu, etc. Moi, je peux intervenir même très en amont de la sortie d'un jeu pour proposer aux auteurs de faire des dédicaces, de faire des photos avec les jeux. Donc, par exemple, avec Antoine Boza et Nayad, souvent on leur envoie un jeu et puis ils vont faire des photos, ils vont poster sur leur propre réseau. On va en parler aussi avant la sortie dans les salons, dans l'événementiel. Donc il faut vraiment se dire que le plus gros travail de communication, en tout cas une grosse partie du travail de communication, c'est en amont de la sortie du jeu.
c'est vraiment avant qu'on va faire le maximum de com, de buzz, et qu'on va montrer que le projet est en train de... Oui, il faut créer l'envie, c'est ça. De faire découvrir le produit et créer l'envie de se le procurer, bien évidemment. C'est ça. Donc ça, c'est important. Après, il y a évidemment tous les influenceurs et les médias qui veulent recevoir les boîtes pour en parler. Donc ça, pareil, il faut établir un calendrier pour pas que ça se télescope, tout simplement, pas qu'il y ait 4 vidéos qui sortent la même semaine. C'est ni intéressant pour les influenceurs ni pour nous. Il faut vraiment étaler au maximum et montrer. C'est vrai qu'on dit influenceur. Moi, je suis pas très fan de ce mot-là parce que, en fait, tu vois, moi, par exemple, évidemment, par la force des choses, t'influences. Je suis d'accord. Tu es un influenceur. Tu es un influenceur. Surtout quand quelqu'un, moi, j'aime bien ça d'ailleurs, quand quelqu'un met un petit mot après une vidéo en disant, grâce à toi ou à cause, je me suis procuré le jeu et il est super et tout ça. Donc ça, c'est bien. Donc là, c'est vraiment pour le coup, effectivement, c'est de l'influence parce que tu as fait acheter une boîte à quelqu'un. Mais en fait, je préfère le terme de reviewer. Oui. Et puis Instagrammeur, pour les gens qui font de l'Instagram, parce que à la base, tu vois, moi perso, ma volonté, c'est pas de faire vendre des boîtes. Bien sûr, c'est de partager une passion. C'est ça. C'est de présenter des jeux et puis parce que c'est cool. Donc c'est vrai que le terme influenceur. Moi, je l'utilise parce que beaucoup se revendiquent comme influenceurs. Il y en a notamment qui signent leurs emails quand j'ai des échanges avec eux et qui marquent vraiment leur nom et puis en dessous influenceur jeu de société. Ah ouais. Donc je me dis que la personne qui se l'est appropriée et qui l'utilise, elle est OK avec ça. Moi, je n'ai aucun jugement là-dedans. C'est médias, influenceurs. On sait que les médias, c'est très compliqué d'en vivre, n'est-ce pas? Il y a très peu de gens qui arrivent à en vivre, et si ce n'est pas, ou quasi pas. Mais dans tous les cas, moi je suis beaucoup en interaction avec les personnes, les passionnés, on peut les décrire comme des passionnés, qui veulent parler des jeux parce qu'ils en ont entendu parler, parce que c'est les jeux qu'ils aiment, parce qu'ils savent que leur communauté va être réactive par rapport à ça, parce qu'ils ont vu le jeu ou le proto sur un salon et que je leur ai présenté, ou alors qu'ils ont joué comme ça sur un coin de table sans que ce soit forcément prévu qu'ils y jouent. Ils en ont entendu parler, ils ont envie de tester les jeux, et ça c'est hyper important. Parce que si les médias, influenceurs passionnés ne reçoivent pas les jeux, ils ne peuvent pas en parler et la sortie en boutique va être mauvaise. Pas parce que le jeu sera mauvais, c'est ça qui est assez bizarre, c'est qu'un jeu qui est très bon, il a beau être très très bon, si personne n'en parle, évidemment c'est comme pour tout, il ne se vendra pas et il ne sera pas réédité. Et ça c'est vraiment un crève-cœur pour l'éditeur et pour le distributeur. On accorde beaucoup d'importance à ça, à la communication. On n'a pas toujours beaucoup de services de presse forcément parce qu'il faut jauger. L'envoi d'un jeu c'est très cher et quand on envoie un certain nombre c'est un sacré budget, mais c'est important à mon sens de le faire. Oui, c'est un peu primordial. C'est vrai que je me rendais pas compte moi avant de faire ce genre de truc, mais maintenant que je le fais et que ça fait 3 ans, c'est cool. Ça fait même plus de 3 ans parce que ça faisait 3 ans en juillet. Tu te rends compte quand même que effectivement alors je parle pas forcément de moi parce que moi je suis tout petit en fait, mais c'est vachement important pour un éditeur de mettre en avant ses jeux par rapport à des gens comme nous en fait. Donc sinon comment faire sa propre pub? Et puis un éditeur qui fait ses propres vidéos va pas avoir de regard critique. Non, c'est vrai. Après, il y a de plus en plus de gens, je ne sais pas si c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, qui disent que les passionnés qui reçoivent des boîtes n'ont plus de regard critique non plus, parce que tout ce qu'ils veulent c'est recevoir des boîtes et mettre en avant les jeux. Il y a tout un débat en interne, moi je suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, si on cherche vraiment quelqu'un qui va être très critique, on va chercher la personne qui fait ce genre de contenu et qui propose ce genre de contenu. Et le problème d'être très critique, c'est de supprimer tous les côtés positifs du jeu pour se consacrer que sur un point négatif qui nous a pas plu personnellement. De toute façon, on a tous besoin d'avoir des gens qui parlent de nos jeux, que ce soit en positif, en négatif, il faut qu'il y ait de la résonance. Et donc toi tu t'occupes aussi de toute la relation entre Funforge et puis les gens via les réseaux qui du coup commentent, etc., qui vous posent des questions. Je sais que tu réponds même à des questions quand tu n'es pas là. Je suis toujours connectée. Et d'ailleurs, alors, il y a quelqu'un qui, je suis quasiment sûr que c'est par rapport à une question avec toi, parce que quand je vois des réponses ou quoi, je sais que c'est toi qui les fais. Et quelqu'un qui avait posé une question. Et là, tu as répondu, et en fait, la personne t'a dit, je crois que c'est sur vous, mais ça pouvait attendre lundi. Ah oui, tout à fait. C'était pas forcément. Mais en fait, j'ai trouvé ça hyper sympa parce que en fait, la personne pose une question. Certains pourraient être justement limite parfois à dire ça y est, tu me réponds ou quoi. C'est souvent ça. Et en fait, c'est souvent. mais oui, c'est souvent ça. Et j'ai trouvé ça hyper sympa cette personne qui dit
Attends, t'es en week-end, j'imagine t'es en week-end, t'aurais pu me répondre lundi, il n'y a rien Oui, qui c'est vrai, presse. ça c'est par habitude, on répond très très vite et après il y a des gens qui parfois nous reprochent de ne pas répondre alors que c'est dimanche ou il est 2h du matin, mais évidemment on n'est pas connecté en permanence. Bah c'est ça, et puis les gens, soyez sympas. Je vois des fois des trucs, tu te dis, bon, et même moi d'ailleurs, il y a des fois je reçois même parfois des messages. Tu dis, mais les gens, essayez d'être sympas, on est quand même dans un truc, il n'y a rien de grave en soi, on est dans un milieu un peu sympathique quand même, c'est des jeux, oui. c'est de l'amusement, c'est de l'entertainment si on veut parler c'est ça. en termes de American. Et du coup, il n'y a rien de grave, on a le droit de poser des questions, on a le droit de pas être content, mais voilà, il faut le dire gentiment. On a le droit de poser des questions, après c'est vrai que parfois... notamment sur la partie Kickstarter monumentale, on diffuse des updates avec des infos. Après, les gens insistent pour avoir plus d'informations de ma part, mais je ne peux pas leur donner. En fait, elles sont données au fur et à mesure qu'on peut les donner, donc ça ne sert à rien d'insister. Je parle pour quelques minimes personnes, il n'y a pas beaucoup de gens comme ça, mais qui me harcèlent sur tous mes réseaux sociaux personnels pour avoir des réponses à des questions auxquelles j'ai déjà répondu ou auxquelles on a dit qu'on viendrait les apporter en temps voulu. Et ces personnes-là, c'est vraiment une minorité absolue de joueurs, la plupart sont très sympas. Merci Charlotte. Merci à toi. J'espère qu'on va s'en croiser à Essen, c'est sûr. Oui, mais d'ailleurs, je ne sais pas si la vidéo sortira avant. Alors du coup, le fait qu'on annonce les jeux à Spiel, peut-être qu'en fait la vidéo elle sera après, donc c'est pas grave. Non, vous verrez. Vous pourrez toujours aller voir la vidéo que j'aurais fait sur Essen, parce que cette année j'y vais, c'est cool. Ah bah oui, cool, t'as intérêt de venir. Première année, hein. Bah oui, je viens, j'ai tout. Hein. J'ai réservé mon Airbnb, j'ai tout, j'ai mes passes et tout. Parfait, tout est calé. Allez, on va voir Thomas. Et ben voilà, on termine cette visite des locaux de Funforge avec Thomas qui est juste ici, et juste après on va retourner dans le canapé pour rencontrer Philippe et puis voir un petit peu les jeux qui vont sortir là en cette fin de quatrième trimestre, voilà, chez Funforge. Et donc Thomas, toi ton poste ici, c'est développeur de jeux vidéo. Développeur de jeux vidéo. Alors c'est étonnant pour une entreprise qui fait du jeu de société d'avoir un développeur de jeux vidéo. En interne. En interne. En plus, on pourrait imaginer que ça puisse être quelque chose qui soit transmis, enfin une demande à une entreprise, un studio extérieur. Mais évidemment, tu ne fais pas aussi que ça. Tu m'as dit tout à l'heure que tu faisais aussi des tests de proto, etc. Tu travailles évidemment en collaboration avec toute l'équipe. Mais du coup, tu travailles aussi principalement pour créer donc des jeux vidéo à partir des jeux de société de chez Funforge. C'est ça. J'ai commencé avec du coup Tokaido. Tu peux regarder un petit peu par là si tu veux. Tokaido qui a été adapté en jeu vidéo pour tablette, mobile, donc Android, iOS, mais également sur Steam, sur PC et Mac. Et du coup, actuellement, je fais le suivi du jeu parce qu'il faut le faire évoluer tout au long des années avec les nouvelles versions de téléphone. Donc ça, c'est toi qui l'a fait tout seul entièrement. Alors, on était en très petite équipe. Moi, j'étais le seul programmeur. D'accord. Mais il y avait un graphiste. Philippe s'est occupé de l'interface. On a également travaillé avec un sound designer. Je crois que c'est à peu près tout. Quelques personnes sont intervenues pour faire des animations également, mais voilà. C'est vraiment très petite équipe. Quand j'essaierai le jeu, du coup je penserai à toi. C'est intéressant de pouvoir mettre un visage sur quelqu'un qui fait des choses sur un poste, sur une création comme ça. Et donc alors Tokaido existe en version donc en jeu 2017, vidéo. c'est disponible en jeu vidéo. Ok. Et j'imagine là tu travailles sur d'autres adaptations comme ça. Notamment sur l'extension Crossroads. D'accord. Ça fait un petit moment maintenant, mais on travaille toujours dessus. Et là, comme tu peux le voir de façon cachée, il y a Donuts qui est en préparation. Je regarde pas, mais en fait, c'est un peu en gros. Voilà. Donc, tu travailles sur une adaptation de Donuts. Voilà, donc, plutôt quoi, pour téléphone ou parce que ça s'y adapte pas facilement. Téléphone, tablette. Après, en fonction de la difficulté pour développer sur d'autres plateformes, je le fais ou pas, ça dépend. Puis des choix qu'on fait en interne aussi. Je ne prends pas toutes les décisions par rapport à la publication des jeux, ça dépend après des besoins. Ouais, bien sûr, mais c'est vrai que Donuts, pour le coup, s'adapte, je trouve, vraiment bien à l'utilisation qu'on peut en avoir sur un téléphone ou une tablette avec le côté tactile pour bouger ses pions, etc. C'est vraiment affronter des gens. Affronter des gens en ligne, bien sûr. Voilà, comme vous pouvez également retrouver sur BGA. C'est ça. Alors peut-être tu vas pouvoir me répondre à une question parce que sur BGA, je ne sais pas qui travaille sur l'adaptation des jeux comme ça. C'est eux, ils ont leur propre. Ça dépend du contrat qu'on a avec BGA. C'est soit nous on s'en occupe en interne. Ah ouais, d'accord. Soit BGA propose des développeurs qui travaillent pour les éditeurs pour faire les adaptations. Ça dépend vraiment des. Mais c'est vrai que c'est bien mieux d'avoir un jeu vidéo
vraiment sur un jeu, parce que sur BGA c'est bien, mais parfois c'est en multi-fenêtre, il faut scroller pour voir les choses et tout, c'est pas facile d'avoir un suivi de ce que font les autres joueurs et tout. Alors, sur un jeu comme Donuts, c'est parfait en fait, parce que là pour le coup on va avoir un écran vraiment qui va être simple à mettre en place pour que tout soit bien visible, mais c'est vrai que sur d'autres jeux, voilà. Les parties sont faciles à enchaîner. Ça sur BGA ça va cartonner. Oui. Ça a été disponible sous la forme insert, mais désormais là ça va être disponible sous la forme Donuts, toujours avec les affrontements entre joueurs, les tournois organisés. D'accord. Voilà. Et combien de temps ça te prend à peu près de travail sur la programmation? Par exemple, on parle de Tokaido qui est sorti en 2017, ça t'a pris combien d'années, je pense? Alors, au total, ça nous a pris 2 ans entre vraiment le jour où j'ai été embauché et la sortie du jeu. D'accord. On a travaillé pas mal sur l'intégration, comment retranscrire en fait le plateau de jeu en 3D, donner vie au plateau de jeu avec les personnages qui se déplacent en fonction de leur comportement, qui sont-ils. Par exemple, Satsuki, la petite orpheline, ne va pas marcher pareil que Hiroshige, le peintre. Donc tout ça, ça a été des réflexions. En fait, chaque choix a nécessité beaucoup de réflexion pour donner vie à l'univers et faire plonger les gens dans cet univers et rendre beaucoup plus vivant que simplement déplacer son meeple sur une piste. Ouais. Ok, écoute, super. C'est un super job, je trouve, et puis original dans une maison d'édition qui fait du jeu de société. Donc, ça permet d'avoir un échange direct. Ouais, carrément, c'est trop bien. Avec le responsable de l'édition du jeu et l'auteur du jeu. Donc vraiment, on a pu avoir toutes les infos dont on avait besoin pour développer assez facilement. Ok, voilà, on a fait, je pense, toute la chaîne d'édition ici, voilà, du prototype, la vente, la localisation, la communication, l'après, c'est-à-dire un ajout avec un jeu vidéo, etc. Donc développer la licence. Voilà, continuer à développer le truc. Et écoutez, maintenant on va aller rencontrer, donc comme je vous le disais, Philippe juste à côté, et puis la vidéo va s'achever comme ça. J'espère qu'en tout cas que ça vous a fait plaisir de visiter tous les locaux autant que moi, parce que ça c'était vraiment cool. Donc on voit Philippe tout de suite. Voilà, on a terminé la visite des locaux de Funforge et maintenant je suis avec Philippe. Donc Philippe, bonjour, le fondateur de Funforge. Écoute, je te remercie déjà vraiment énormément de m'avoir accueilli chez vous, en plus avec le sourire, etc. Donc c'était vraiment très très chouette. Et puis ça m'a permis aussi moi de comprendre un petit peu mieux votre travail, parce que c'est vrai que même moi qui est dans le secteur un petit peu, qui traîne dans les festivals, etc. depuis quelques temps, c'est difficile de se rendre compte vraiment du travail que font les gens dans les maisons d'édition. Donc ça c'est vraiment super. Donc j'espère aussi que ça vous a plu. Et du coup Philippe, si tu veux nous parler un petit peu des projets à venir, l'avenir de Funforge, proche, lointain, les jeux à venir, etc. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Plein de bonnes choses. Où serez-vous dans 5 ans? J'espère aussi. Qu'est-ce qui va se passer pour nous dans l'avenir proche? En fait, c'est surtout des sorties, évidemment. Nous, notre grosse sortie de fin d'année, c'est cette nouvelle édition de Tokaido, qui est l'édition du 10e anniversaire du jeu, qui en fait va remplacer l'édition actuelle. Voilà, donc à cette occasion, on a tout refait dans le jeu. Le jeu est exactement le même, les règles n'ont pas changé. Tout est identique, mais on a refait tout l'habillage du jeu, on a refait toutes les illustrations, on a changé le format de boîte. On a changé le format de boîte qui maintenant rentre dans une Kallax. Et oui, très important. Voilà. Tous les collectionneurs de jeux ont leur Kallax chez eux et sont pas contents quand les jeux rentrent pas. Ça, voilà, donc avant il était un peu plus grand, juste un peu trop grand. On a réduit ce format de boîte, on a réduit l'épaisseur de la boîte aussi. On a également cherché à aller un peu dans le sens de l'histoire en supprimant au maximum le plastique. Donc notamment il n'y a plus de thermoformage dans la boîte. Maintenant je peux montrer, ça c'est encore un prototype d'usine, mais bon ça sera assez proche de la version finale. Un beau prototype. Donc maintenant on a une cale en carton. On a évidemment encore quelques ziplocs puisqu'il n'y a plus de thermo, il faut bien ranger les pièces, les cartes, etc. Voilà. Donc on a remis le jeu au goût du jour. Ça c'est les paysages. Du coup ils sont plus découpés en planches, machin. Là c'est vraiment des cartes. Il n'y a plus les petites marques. Il y a plus rien. Ça on a amélioré ça. Ils sont beaux. Merci. C'est vrai qu'on les voit au-dessous de la boîte là sur le derrière, parce que là le paquet est emballé, mais c'est vrai que les paysages sont très jolis.
Ouais, c'est vrai. Nayad a tout refait. On a tout à travailler à ce niveau-là. Et à l'occasion de ce nouveau format, on a optimisé le prix du jeu aussi, qui maintenant aura un prix recommandé de 30 €. Ce qui est nettement moins cher qu'avant. Donc, ce Kaido, c'est un peu votre jeu vraiment, votre jeu phare de chez Funforge, et du coup j'imagine que ça vous fait plaisir de le rééditer, de lui redonner une beauté, de le rechanger, de le modifier. Enfin, il n'a pas été modifié pour les règles, mais en tout cas pour les règles sont vraiment strictement les mêmes, mais on fait en sorte de le garder jeune tout le temps. On a également sorti en octobre, j'ai oublié la date exacte. Je vais juste le monter un petit peu qu'on le voit bien à la caméra. Voilà, ça c'est donc Donuts de Bruno Catala. Anciennement appelé Insert, une partie des gens le connaissent sous ce nom-là et ont joué sur BGA. Donc c'est un jeu abstrait effectivement, très malin, qui se joue très vite. C'est un jeu à 2, ça se joue très vite, les parties se jouent en 10 minutes. La mise en place est ultra simple et c'est extrêmement addictif. Tu as vraiment envie d'y revenir à chaque partie. Donc ça va sortir cette année en octobre. Si je dis pas de bêtises, ça va être le 13, voilà, merci Charlotte. Ça sort le 13 octobre. Ouais. Ok, vous n'avez pas des boîtes ASN Si, on aura des boîtes ASN. Voilà, quand même. On croise les doigts. Et dernière sortie pour cette année, alors ça c'est un proto qu'on a fait à la main, que François a fait ici chez nous, d'un jeu qui s'appelle Rune Masters. C'est un jeu d'Antoine Prono qui est un auteur peu connu. Qu'on a rencontré à Paris Ludique, et on a fait d'ailleurs un podcast qui va sortir prochainement sur Rune Master. Alors Antoine, sur Antoine Prono. Antoine est quelqu'un qui travaille dans le milieu du jeu depuis longtemps. Il a travaillé chez Days of Wonder, il a travaillé chez nous. Et aujourd'hui, il est traducteur aussi pour beaucoup d'éditeurs, donc il est très actif dans ce milieu-là. C'est un joueur passionné et donc quand il travaillait chez nous, il nous a présenté le prototype de ce jeu-là, qui était différent avec un autre thème, et on avait trouvé ça super, et du coup, on s'est dit bah ouais, on va le faire. Cool. Voilà, donc ce jeu-là, c'est un Tower Defense coopératif dans lequel les joueurs jouent des gardiens qui défendent un temple pendant toute une nuit. Et pendant toute une nuit, donc on joue 4 gardiens, et pendant toute une nuit, le temple est assiégé par des vagues de créatures, de monstres, qui cherchent à détruire le temple, et on doit faire en sorte de survivre toute la nuit et d'arriver au moins un gardien vivant au matin, à l'aube, et que le temple n'ait pas été détruit. Okay. Et pour repousser ces vagues d'ennemis, on va utiliser des dés runiques qui vont être utilisés pour faire plusieurs types d'actions. Les premières actions vont consister à utiliser les dés pour blesser ou tuer les monstres, puisqu'apparaît sur chaque carte une icône du ou des dés nécessaires pour les éliminer. Les illustrations sont super. C'est Paul Maffaillon qui a fait les illustrations des cartes. Ouais, il doit faire de la bande dessinée ou ce genre de trucs, non? Parce que c'est quelqu'un qui a pas mal travaillé dans le jeu de société aussi, dans le jeu vidéo. Ouais. Voilà, il a fait des illustrations c'est très bien. Pour Hearthstone. Il y a de l'humour en plus, c'est très sympa. Et d'ailleurs, on a quand même visité tout à l'heure votre local pour faire les prototypes. C'est vrai que quand je vois un prototype comme ça, vous avez vraiment de la chance. Je ne sais pas si toutes les maisons d'édition ont cette capacité à faire d'aussi beaux prototypes que ça, en interne. Ça, je ne sais pas, mais oui, on s'est équipé en machine et en gens, puisque c'est François qui nous fait le prototype, qui est spécialisé là-dedans, tout ce qui est fabrication, impression. Et parce que je parle du matériel, mais il y a aussi le savoir-faire, bien évidemment. Ouais, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Le matériel, c'est un outil. C'est un outil. Donc oui, c'est ce qui nous permet. C'est important d'avoir des beaux prototypes. C'est ce qui nous permet de présenter des jeux à nos partenaires de distribution de façon propre et qui fassent envie, quoi. Voilà, et puis là, il y a Monumental qui est en boutique. Il y a Monumental qui est en boutique, qui vient d'arriver en boutique, la version classique, donc la version avec les pions, les tokens. Les versions pour les bakers sont en voie d'être livrées aussi aux bakers. Donc ça, c'est une avec des figurines, etc. Donc ça, c'est la version de luxe, beaucoup plus luxueux, on va dire, les packages Kickstarter. C'était l'édition de luxe, elle s'appelle comme ça. Celle qui est sortie en boutique s'appelle l'édition classique, et eux, ils auront l'édition de luxe
plus avec les figurines, et donc ça c'est en route. Et puis là sur votre site actuellement, on peut commander aussi la version française de Vampire The Masquerade Chapters. Donc une édition, soit la boîte de base toute seule, ou la boîte de base avec les 4 extensions. Ouais, ce qu'on appelle le all-in. Le all-in, voilà. Donc ça c'est disponible encore, j'imagine. Ça c'est encore disponible, il nous en reste quelques-uns, alors ça part régulièrement. Et là, les boîtes sont là maintenant, parce que c'est vrai qu'il y a eu une très longue attente sur ce jeu, parce que le jeu est. Nous on l'a backé sur Pledgé, sur Kickstarter il y a. Ou Gamephone, je sais plus, il y a au moins 2 ans et demi, un truc comme ça, hein, et là ça y est, les boîtes elles sont là, elles ont été livrées, et puis maintenant... Alors ça c'est pas nous qui avons fait ce jeu-là, c'est un éditeur... et puis les retards viennent pas de vous non plus, c'est vous simplement vous occupez de le distribuer la version française. Nous on est partenaire de distribution pour la France, donc c'est Flyos qui a édité ce jeu, et là ils ont livré leur backer, et nous en fait on a été livré en même temps que les bakers. Et donc on avait mis le jeu en précommande il y a quelques temps déjà parce qu'il y avait pas mal de demandes pour une précommande. Et maintenant les boîtes sont là, les gens qui ont précommandé sont livrés et du coup tous les gens qui commandent maintenant sont livrés tout de suite. Donc si vous voulez une boîte du Vampire Chapter, ça sera à peu près je pense la seule solution de l'avoir en français ici dans notre pays. Ce sera la seule. Et à part peut-être un reprint un jour via Kickstarter pour je sais pas quoi par Flyos, j'en sais rien. Je connais pas en tout cas, si vous voulez jouer maintenant, c'est là. Écoute, super, merci beaucoup Philippe. Je t'en prie, avec plaisir. Voilà, c'est comme ça qu'on va conclure cette vidéo en immersion chez Funforge. Ça a été un grand plaisir, merci beaucoup. En plus avec ce magnifique décor là illuminé derrière nous, c'était trop bien. Et merci à toute l'équipe de Funforge de m'avoir accueilli comme ça. C'était super. En plus, je suis arrivé sous la pluie et du coup je suis arrivé là, j'ai vu des sourires et puis ça m'a donné, ça m'a donné de la joie, donc c'est cool. C'est les fameux sourires parisiens. C'est ça. Merci à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.